Bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire Optime Ressources, aujourd'hui sur le thème la gestion de portefeuille de projet, la pilotons-nous ou la subissons-nous? Nous vous remercions d'être si nombreux à participer aujourd'hui. Je vous en donne un rapide aperçu des sociétés et organisations qui sont avec nous en ce moment. Alors aujourd'hui, ce que nous allons vous proposer, c'est un webinaire en deux séquences. Dans la première, nous vous offrons le regard croisé sur leur expérience de Sophie Bernet, directrice des systèmes d'information et numérique au sein de la Compagnie nationale du Rhône, et de Thierry Pittier, qui est le vice-président exécutif de la recherche et du développement en innovation au sein d'EFI Automotive. Tous les deux vont partager avec nous le contexte dans lequel ils ont mis en place une gestion de portefeuille, quels étaient les défis à relever, les démarches qu'ils ont engagées, les étapes clés par lesquelles ils sont passés. Dans une deuxième séquence, nous aurons le point de vue d'Optime Ressources que nous présentera Paul Tapp, président et consultant associé au sein d'Optime Ressources, ainsi que Clément Delorme, qui est aussi un de nos consultants. Ils partageront à la fois les fondamentaux de la gestion du portefeuille selon Optime Ressources, mais aussi un comparatif des outils de gestion de portefeuille que nous avons testés pour vous. Alors sans plus attendre, nous commençons. Sophie Bernet, directrice des systèmes d'information et numérique au sein de la CNR. Peux-tu nous dire dans quel contexte tu es arrivée au sein de cette équipe fin 2019? Quels étaient les défis que tu as identifiés et comment tu as décidé de les aborder? Alors, la gestion de portefeuille ou la gestion de projet, c'est un peu ce que je t'avais dit, Patrick. Pour moi, aujourd'hui, c'est, et pas que depuis aujourd'hui, c'est à mon sens un élément de gestion de l'activité d'une entreprise, hein, qui est essentiel. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, on est par des mouvements et des défis divers et variés, amenés à bouger, à être en changement assez fréquemment. Et je pense que même quand une entreprise a une bonne vision de sa stratégie, derrière, la nécessaire orchestration de toutes les directions d'une entreprise mérite, à mon sens, qu'on se penche sur une forme de gestion de portefeuille, gestion des contraintes, gestion de la charge, etc. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus faire sans. Travailler en dehors d'un matriciel et d'un collaboratif, c'est de plus en plus compliqué, compte tenu notamment de la vitesse à laquelle il faut travailler, il faut livrer. Alors, quand je suis arrivée à CNR, d'abord, il faut savoir qu'on a un système d'information qui est extrêmement important, hein. L'équipe gère environ, on va dire, 350 applications, ce qui est énorme, alors plus ou moins taillé différemment, mais c'est un parc important qui répond aux besoins, hein, qui est avec des applications de qualité, qui fonctionnent avec de très bons taux de disponibilité, comme on dit dans notre jargon. La seule chose, c'est que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte, en faisant le tour un peu des uns et des autres, que ce qui me remontait pratiquement de tout le monde, c'est une surcharge des équipes. Voilà, que ce soit du côté des équipes techniques pures, hein, ce qu'on appelle les infrastructures chez nous, que ce soit du côté des chefs de projet qui justement mènent les projets informatiques pour l'entreprise. Et nous avions par ailleurs des clients qui étaient certes très satisfaits du travail qui était réalisé par la DSI, sans aucun doute, mais qui pointaient ici ou là soit des projets totalement en panne, soit un manque de visibilité sur ce que la direction était en capacité de faire. Et puis nous avions un travail important à réaliser, hein, quand je suis arrivée. La stratégie informatique numérique de l'entreprise nécessitait d'être repensée. Et forcément, quand on commence à écrire une stratégie, on se pose tout de suite la question de savoir si on a les moyens de la mettre en œuvre et la capacité à faire, la capacité de la réaliser. Donc, cette situation nous a amené, avec les chefs de département, dont un est ici, bonjour Thierry,
à nous poser la question de notre organisation, notre performance. Et notamment notre performance et notre organisation non seulement interne, mais également avec nos parties prenantes clés que sont nos clients, donc les directions métiers. Avec de toute manière des dysfonctionnements qui étaient déjà identifiés par les équipes qui sont là d'ailleurs depuis assez longtemps, qui connaissent très bien la maison. Voilà. Et donc, je me suis attachée, j'ai pris le sujet par deux bouts. Le premier bout, c'est que je considérais qu'on ne pouvait plus laisser les équipes dans une situation de surcharge et parfois d'incapacité à répondre quelque chose aux clients, à part une forme de non, mais qui était compliquée à gérer, cette incapacité à dire non à un client avec lequel, par ailleurs, on travaille depuis peut-être 10 ou 15 ans. Des sollicitations que j'appellerais irrespectueuses, c'est un peu fort, mais l'informatique, on a parfois l'impression que c'est fastoche, parce que j'exprime une phrase de besoin, derrière, le sujet doit être mis en application. Donc voilà, le premier angle, ça a été un angle RH. C'est qu'est-ce que je peux faire pour soulager les équipes et comment j'arbitre. Comment je fais pour dire que tel ou tel projet est plus prioritaire, etc. Et puis le deuxième angle, bien évidemment, c'est de dire qu'il fallait qu'en tant que direction support, fournisseur, je devais m'assurer que la direction était en capacité de répondre à des enjeux d'entreprise, parce que par ailleurs, en plus de la stratégie numérique que nous avons écrite, la CNR s'est dotée d'une nouvelle stratégie extrêmement ambitieuse portant sur les 10 prochaines années. Voilà à peu près le contexte. Super, merci Sophie. Je vois Thierry qui hochait de la tête en approbation et en impatience de pouvoir reprendre la parole. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun. Mais merci, en plus c'est déjà parti un peu sur la deuxième question, mais c'est très bien. Le débat est bien lancé. Donc Thierry, je te passe la parole. Qui es-tu et quelle était ta situation alors chez FI Automotive? Bonjour Sophie et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc Thierry Pitié, moi je suis en charge de la partie innovation engineering qui englobe la partie management de projet chez FI Automotive. Donc on est équipementier automobile et on fournit des systèmes mécatroniques. Moi j'ai une carrière, je dirais, en bonne partie dans l'automobile, mais également hors automobile. Et ce qui m'anime, et je rejoins Sophie sur les thématiques de fond, ce qui m'anime, c'est effectivement la partie développement de nos collaborateurs, leur épanouissement, dans le sens, je dirais, dans le sens où ça sert les bénéfices de l'entreprise. Les bénéfices, j'entends, dans le sens de la réussite de l'entreprise. Donc, effectivement, je mets au centre de mon action l'aspect humain et la notion d'épanouissement. Et je me suis intéressé particulièrement depuis un certain nombre d'années au management de projet, parce que pour moi, c'est également complètement fédérateur et c'est un très très bon vecteur pour conduire à la réussite de l'entreprise au regard de la stratégie telle qu'on le définit. Donc dans le contexte FI Automotive, contexte automobile, donc bon, comme dans d'autres secteurs, mais c'est vrai qu'on a des clients qui sont très exigeants. Il faut aller toujours de plus en plus vite, fournir des développements qui soient robustes, avec un besoin de compétitivité accrue. Et vous le savez, en plus, dans un contexte actuel de transformation profonde, au passage de l'électrification, de l'hydrogène. Donc, en fait, un monde qui est en pleine évolution. Donc, FI Automotive est également dans une phase de transformation très, très importante. Alors, moi, je suis arrivé chez FI il y a 2 ans pour effectivement conduire un certain nombre de changements et de transformations pour remettre l'organisation davantage au service des clients et des projets. Et quand je suis arrivé, le constat que j'ai pu faire, alors en fait, on trouve des parallèles avec ce que vient d'évoquer Sophie, mais du fait du contexte, en fait, on le voit sous des angles un petit peu différents, mais on se rejoint complètement. Et ce qui ressortait énormément chez FI, c'était une forme d'insatisfaction vraiment unanime, mais dans le sens où les équipes étaient convaincues qu'ils pouvaient faire mieux, plus vite,
mais qu'on avait besoin de changer un certain nombre de choses pour y arriver. Donc, en fait, c'était un vent, entre guillemets, un appel et un vent positif, une réelle motivation des équipes pour faire mieux. Donc, en fait, avec des choses qui ont été évoquées plus explicites, hein, comme comment travailler davantage ensemble, d'un point de vue produit, d'un point de vue process, et tout au long de la chaîne du développement, que ce soit depuis l'innovation jusqu'au projet que l'on appelle applicatif, donc c'est la mise en série, hein, donc une notion de décloisonnement, puisqu'effectivement, les équipes s'étaient petit à petit mises dans un mode où on se recentre sur soi-même et on oublie qu'on travaille pour un projet. Donc ça ressortait également très, 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 très fort. Et autre point qui est ressorti comme levier d'amélioration fort, c'est comment aller plus vite dans la prise de décision, comment la rendre plus claire et comment également pouvoir respecter les décisions qui sont prises dans la durée sans les remettre en cause systématiquement. Et autre thématique forte qui est ressortie également, c'est la notion de priorisation. Quel est le jeu de priorité, comment les priorités sont définies, et également la notion de responsabilisation, puisque en fait on était dans un mode collaboratif à l'extrême, et donc sans avoir une réelle responsabilisation des différents acteurs sur des domaines qui soient précis. Et du coup, en résumé, l'enjeu principal de la transformation que nous avons engagée il y a 2 ans, c'était de passer d'une situation où les métiers étaient davantage centrés sur leur métier pour passer sur un mode projet où l'ensemble des contributeurs de l'entreprise, en fait, sont orientés vers la réussite de l'entreprise au regard des ambitions et des objectifs stratégiques de l'entreprise pour servir les clients et d'arriver effectivement, in fine, à une notion de le succès, c'est un succès collectif au niveau de l'entreprise. Donc voilà le contexte et les enjeux dans lesquels on est confronté et sur lesquels on a initié un plan de transformation au niveau de EFI Automotive. D'accord, merci Thierry, très intéressant. Ben, continuons avec toi. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre alors face à ces défis, face à ces constats que tu viens de partager? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc par rapport à ces constats, on a déjà au niveau de la direction d'entreprise, on a été à l'écoute des équipes et on a décidé de mettre en place un réel plan de transformation pour justement tenir compte de ces retours et sortir de ce niveau d'insatisfaction notamment. Donc on a lancé un projet qui s'appelle GET, hein, Global Engineering Transformation, pour effectivement mener à bien cette transformation, donc accompagné par Optime Ressources en l'occurrence. Et ce projet s'est voulu justement collaboratif et à l'écoute des équipes. Donc on a impliqué l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les projets de développement, que ce soit R&D, achat, qualité, commerce. Et on a mis tout le monde autour de la table et on a effectivement, au travers de brainstorming, de groupes de travail et de sessions de partage, on a identifié nos forces et les points d'amélioration et on a convenu ensemble des priorités que l'on allait travailler. Donc on a fait ressortir en fait qu'il y avait 5 thématiques majeures pour nous améliorer et également, je ne l'ai pas cité, mais on s'était aussi fixé un objectif ambitieux de se dire on peut probablement faire 25% de projets en plus sans pour autant augmenter nos effectifs. Donc c'était aussi une conviction des équipes en se disant on peut vraiment faire mieux si on travaille mieux ensemble. Donc en fait, les 5 thématiques qu'on a identifiées nous ont amené notamment à 2 chantiers en lien directement avec la notion de gestion de portefeuille. Alors, une thématique qui tourne autour de la gouvernance du portefeuille, donc on est vraiment dans la thématique d'aujourd'hui, et une autre thématique qui est directement associée, qui est la notion de gestion de la charge, gestion du capacitaire en place, et du dialogue que l'on met en place au sein de l'entreprise pour avoir un entendement commun des priorités et des décisions que l'on peut prendre. Alors, ce que vous voyez illustré actuellement à l'écran, ce que vous voyez en termes en couleur orange, hein, c'est cette notion de gestion de gouvernance et de gestion du portefeuille de projet en fonction des différentes entrées que l'on peut avoir, que ce soit les sujets d'innovation, les appels d'offres, puisque dans l'automobile, on travaille sur appels d'offres
avec de nos clients sur lesquels on n'a d'ailleurs pas toujours le choix de répondre ou pas répondre. Les constructeurs sont vraiment dans un mode de partenariat, ils nous attendent, donc on doit répondre à cette attente. Donc ces différents projets à la fois internes et externes, également des projets d'entreprise, de transformation divers et variés. Donc c'est cette notion de gouvernance de portefeuille. Donc on a mis en place tout un processus qui nous permet de gérer notre portefeuille de projets de façon beaucoup plus efficace et surtout dans la continuité avec des notions de rebouclage. C'est les petites illustrations que vous voyez. On a un rebouclage continu entre ce qui rentre dans le portefeuille projet ou ce qui rentre potentiellement dans le portefeuille et la vie des projets, la vie réelle des projets. Et en jaune, vous voyez la deuxième thématique sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui est la notion de quelle est aujourd'hui la charge de nos équipes, quelle est la capacité en place, et sur une double échelle, l'échelle locale, puisqu'on a un groupe industriel présent sur différents continents, donc quelle est la charge et la disponibilité localement, que vous trouvez à droite, et ensuite quel rebouclage on fait pour avoir des arbitrages au niveau du groupe en termes d'allocation de ressources. Donc on a vraiment fait évoluer nos modes de fonctionnement sur ces deux thématiques, gestion du portefeuille de projet et gestion de la capacité et de la charge, et une mise en commun pour avoir des arbitrages et utiliser le plein potentiel de l'entreprise. Merci Thierry. Oui, on voit bien que vous avez une forte contrainte de vos clients, des grands groupes automobiles, sur les demandes qu'ils ont et sur lesquelles vous n'êtes pas en maîtrise, vous êtes obligé de répondre. Ça, c'est peut-être, Sophie, une petite différence avec ce qu'on vit à la CNR. Il y a toujours une forte demande, notamment une forte pression, mais c'est vrai que vous êtes peut-être plus en maîtrise de comment vous pouvez ordonnancer en fait les demandes que vous avez. Et si je me souviens bien, on a pris un peu le problème plutôt par l'amont, en travaillant surtout d'abord sur l'ordonnancement et la priorisation en fait de ces demandes et de savoir comment mieux les organiser. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, on a pris le sujet un peu différemment, mais quoique finalement les éléments que vient de décrire Thierry, ils se réemboîtent les uns aux autres de la même manière. Un boulanger, il connaît sa capacité à faire. Okay, il sait qu'il faut qu'il se lève à 4 heures du matin et il sait qu'entre 5 heures et 7h30, il a le temps de faire, je sais pas, 700 baguettes ou 7000, j'en sais rien, mais voilà. Et nous, on ne savait pas. Alors, bien sûr que si, bien sûr que si, parce que dans les faits, tous les chefs de projet avaient bien l'idée qu'il y avait tout un tas de trucs qui passaient à l'as et puis d'autres qui étaient moins bien. Et globalement, voilà, n'importe quelle activité dans une entreprise, et surtout une entreprise industrielle, parce que CNR, c'est une entreprise industrielle, on doit savoir à peu près ce dont on est capable. Et je rajouterai un autre élément, c'est que cette absence de connaissance claire de notre capacité nous empêchait d'avoir un dialogue avec nos clients. Un dialogue à la fois avec nos clients, mais également avec le directoire, nos directeurs généraux et la présidente. D'abord, est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon moment? Est-ce que vous investissez sur les bons projets, déjà? Et puis, qu'est-ce qui fait que sur ce projet, vous n'y êtes pas, etc. Donc, on avait une sorte de constat, mais assez flou finalement. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est rationaliser le constat. Donc, on a d'abord commencé à identifier notre capacité à faire. Et puis, on a également ensuite, avec l'ensemble des chefs de projet et les collaborateurs concernés, on a essayé d'identifier aussi la nature des projets sur lesquels nous étions en train de travailler. Donc, on a fait à la fois une analyse quantitative et une analyse qualitative, quel type comment on dépense notre charge, en fait. Il faut savoir qu'il y a un élément important aussi, enfin, tout est systémique. Alors bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais quand même, tout bouge, c'est que
la particularité de l'entreprise CNR, c'est une particularité que je connais bien, c'est que les gens sont là depuis très longtemps. Ils se connaissent. Ils s'apprécient, ils prennent le barbecue, ils font le barbecue interdit par M. Castex ensemble éventuellement le week-end. Et donc ça crée à la fois une proximité de collaboration qui est extraordinaire, voilà, mais ça crée aussi parfois des travers dans l'organisation. Bon, est-ce que tu peux pas me le faire là demain matin? Attends, blablabla, tiens, comment va ta femme? Bon, je caricature, hein. J'essaye de donner un peu de légèreté à tout ça, mais bon, voilà. Donc, on n'avait pas des éléments suffisamment structurés, et même pour que moi, je puisse m'adresser au chef de projet. Quand un chef de projet venait me voir en me disant, Sophie, je suis surchargée, de manière un peu anecdotique, je lui dis, je ne comprends pas. Sur les 218 jours de travail annuels, hein, tu dois savoir que tu as environ 100 ou 150 jours de projet, donc bah, tu les coches et puis une fois que tu les as dépensés, bah, tu les as dépensés. Alors, bien évidemment, c'était très... voilà, je cherchais une réaction. Hein. Donc, on a commencé par cette capacité à faire. Et en fait, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on avait une capacité à faire, donc on s'est beaucoup aidé par Optime là-dessus. Une capacité à faire qui nous permettait de répondre environ à 45% des demandes qui nous étaient faites, puisque en parallèle, on a dit au métier, bah, welcome, passez votre commande au Père Noël, travaillons sur le portefeuille des projets 2021 et voyons ce qui se passe. Et donc, bien évidemment, on a eu une hotte du Père Noël qui était très remplie, mais comme chaque année, et puis une capacité à faire. Et puis, on a fait un deuxième constat important, c'est qu'on était pris par une constante de constants projets qui n'étaient pas des projets en fait, qui étaient voilà ce qu'on appelle, alors je ne sais pas quels sont les profils plus informatiques hein, dans l'audience, mais on était sur des évolutions opérationnelles, mais on n'était pas, on ne centrait pas notre charge sur. Alors pourquoi tout ça? Parce que là aussi, c'est un jeu de domino. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous des métiers qui eux-mêmes ne sont pas organisés. Pas tous, hein, on a des équipes qui sont là, mais dans beaucoup de directions métiers, on a un manque d'appréhension et d'anticipation sur tout ça. Donc on a commencé par cette capacité à faire, la volumétrie et la qualité, et puis on a commencé à travailler cette fin d'année là 2020 sur l'estimation d'un premier portefeuille de projet avec, je ne rentrerai pas dans les détails, mais Patrick pourrait en parler des heures, avec toute la complexité que ça entraîne, à la fois chez les chefs de projet, hein, qui avaient une manière de fonctionner, hein, c'est un changement pour eux. Le fil de l'eau auquel ils étaient habitués, pour certains et pour la plupart d'entre eux, me disaient mais on peut plus, voilà, c'est pas possible. De l'autre, en même temps, on sait tous comment on est, hein, c'est-à-dire que on se crée là où on peut des zones de confort. Hein, Et puis finalement, ce fil de l'eau, c'est vachement sympa parce que mon client m'appelle, je gère un peu mon temps comme je veux. Donc il y a une forme d'autonomie, alors une autonomie qui prise l'indépendance, hein, je vais dire, quelques indépendantistes. Donc pour les chefs de projet, c'est un vrai changement, avec quelque chose de structuré. Donc quand on a l'habitude de travailler sur un mode peut-être moins structuré que celui-ci, ben voilà, donc on va avoir un gros travail à faire avec tout le monde. On est en train de le faire, mais on le déploie tout doucement. Et puis, il y a une autre grande partie qu'il va falloir qu'on emmène, ce sont nos métiers. Parce que c'est bien gentil de dire à nos métiers, ben voilà notre capacité à faire, mais faut-il encore que nous soyons en capacité d'accompagner nos métiers pour qu'ils nous définissent leurs besoins. Hein. Si vous arrivez encore une fois dans une boulangerie, vous dites je voudrais un truc à base de farine, ouais, ça va être compliqué. Voilà. Alors là, il faut aussi qu'on arrive à accompagner nos métiers.
Alors je confirme, Sophie, que effectivement, c'est un process qui est en cours et qui est loin d'être terminé. Mais aujourd'hui, tu dirais après, c'est quoi? C'est 6 mois, 8 mois, 9 mois, donc on travaille ensemble. Quels sont déjà les bénéfices que tu vois, que ce soit en interne dans tes équipes ou avec tes métiers, justement? Alors, il y en a plein. Alors maintenant, je sais que je vois quelques-uns de chez moi, donc ils vont peut-être pas être d'accord, mais ça fera un bon élément de discussion après cette conférence. Alors, encore une fois, je voudrais revenir sur un élément que je trouve absolument essentiel, c'est le dialogue. Et du coup, tout le travail qu'on est en train de faire avec Optim nous permet de disposer d'un outil de dialogue. Et ça, c'est crucial. Et notamment, on a, ce que j'ai un peu oublié de dire auparavant, c'est que, comme pour Thierry, on a du coup la question de la priorisation, qui se faisait bon an mal an plutôt en bilatéral avant, et qui aujourd'hui est en train de se faire de manière transparente. Je mets le portefeuille de projet sur la table, visible à l'ensemble des directions métiers, visible au directoire. Et s'il y a il y a forcément besoin d'arbitrage, et là, l'arbitrage remonte. Ce qu'on constate aujourd'hui, ça va venir, hein, je suis pas inquiète, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'arbitrage, parce qu'en fait, les métiers se sont, non pas auto-censurés, mais ont compris. Donc, il y a déjà un constat éclairé qui a été entendu. Il n'a pas été facile à entendre par les métiers. Et notre directeur général me disait, écoute Sophie, finalement, avant, vous ne faisiez que 45% de la demande sans pour autant pouvoir le dire avant, en amont. Bah là, aujourd'hui, vous faites toujours 45%, et au moins vous le dites. Alors, bien sûr, on va améliorer notre performance, des process, etc. Parce que la gestion de portefeuille, la gestion de la demande, ce qu'elle a de positif, c'est qu'elle permet de gagner de l'efficacité et de la gestion de projet. Donc, voilà. Donc, il y a une attitude de nos clients qui est en train de bouger. On a une grosse direction chez nous, qui est une direction importante en termes de périmètre applicatif, qu'on aurait pu imaginer un peu réticente à ce travail et qui en fait est en train de plonger. Patrick, je crois, a fait une réunion très constructive hier avec eux et qui est en train de plonger. Et bon, là aussi, c'est le jeu de domino. Hein. Si on a 2-3 directions qui plongent, ça va. Bon, normalement, ça devrait bien fonctionner. Il y a un autre élément que je souligne également à tout le monde, c'est que moi, si je ne suis pas organisée sur mon portefeuille, finalement, je désorganise toute la chaîne. Je m'explique. Comment je fais pour structurer mon budget ? Parce que c'est bien gentil, mais je fais un budget, mais je le fais comment? Donc j'ai des CAPEX, mais est-ce que je dépense correctement mes CAPEX? Ben non, hein, visiblement, quand je suis arrivée, ce n'était pas le cas. Et puis encore une fois, est-ce que je les dépense sur les bons sujets? De la même manière, si je suis saisie par mes métiers un peu au fil de l'eau, du coup, moi, je vais saisir non seulement mes équipes en interne au fil de l'eau, mais je vais saisir aussi l'ensemble des directions internes avec lesquelles je travaille, par exemple la direction des achats, au fil de l'eau. Donc en fait, la démarche, elle est vertueuse, pas simplement pour les collaborateurs, les clients, la direction, mais pour l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on travaille. Voilà, donc voilà les premiers effets que je constate. Merci Sophie. Oui, je peux te confirmer, effectivement, on les voit, mais c'est un process qui est en cours. Thierry, je voulais te poser la même question, mais juste avant, j'avais une petite question pratique. Si Dominique peut nous remettre ton slide, tu avais des petits robinets dans ton schéma, et en fait, on m'a dit, mais c'est quoi ces robinets? Donc peut-être que tu peux donner en un mot l'explication. Oui, donc effectivement, les petits robinets, hein, c'est bon, là je dois le crédit à Paul notamment sur l'image. En fait, c'est justement c'est les instances, enfin, et c'est le pilotage que l'on fait du portefeuille. Ces flèches qui remontent en amont nous disent que quand on est sur la partie jaune, donc des comités d'arbitrage au niveau des ressources en fonction de la capacité, on fait une remontée d'informations sur les entrées du portefeuille pour plus ou moins ouvrir les vannes de nouveaux sujets que l'on va prendre. Donc l'idée vraiment de ces robinets, c'est de montrer qu'on a une approche qui est proactive et de pilotage, de gouvernance
des sujets que l'on met dans le portefeuille. C'est vraiment c'est l'essence même de tout le travail que l'on a fait. Ouais. Vous autorisez à diminuer le flux quand ça passe pas à certains moments. Exactement, et de faire des arbitrages entre les différentes entrées, que ce soit effectivement les entrées clients ou les projets qui soient d'innovation ou internes. Et c'est effectivement toute cette cuisine que l'on fait pour s'assurer qu'en aval, on ait les moyens de développer les projets dans de bonnes conditions. Super. Et donc, quels sont les bénéfices que toi, tu vois déjà chez vous, dans tes équipes, par rapport à ce que vous avez commencé à mettre en place? Oui, on a mis en place un portefeuille de projets et outre je dirais l'outil qui nous permet de visualiser les choses. Comme le disait Sophie, en fait, ça nous permet déjà d'avoir une vue partagée, un entendement commun de notre portefeuille, il est constitué de quels projets. Parce que même si ça peut paraître surprenant, je pense qu'avant cela, personne n'avait une réelle vue exhaustive de l'ensemble des projets que l'on a en développement. Et en plus, on est déployé en Chine, aux États-Unis, en Turquie, en France. Donc avoir une vue d'ensemble et la partager, ça a déjà été un pas significatif pour se rendre compte de tout ce que l'on a en cours. Ça permet également de mettre en relief sous différents angles, qu'ils soient financiers, charges, risques. Donc ça nous permet effectivement de nous imprégner davantage de quelle est la vie réelle de notre portefeuille de projets et comment ça se passe dans la réalité. Donc c'est une façon de le voir. Alors, ça nous a également obligés à redéfinir c'est quoi les clés de priorisation. Et en gros, quand on s'est posé la question c'est quoi un projet important pour EFI? Eh bien, en fait, on a pris un peu de temps et on s'est mis autour de la table plusieurs fois, avec notamment des facilitateurs qui sont aujourd'hui en ligne, pour nous aider à comprendre c'est quoi un projet important pour EFI. Et suite à ça, donc du coup, de l'expliciter aux équipes. Et du coup, vous comprendrez que avec tout ce que j'ai évoqué avant, aujourd'hui, ça nous aide à faire des arbitrages qui sont beaucoup plus pertinents. On arrive à prendre des décisions prendre des décisions plus rapidement, puisqu'on a une profondeur de champ par rapport à notre portefeuille de projet qui est beaucoup plus importante. Et en parallèle de ça, ça nous aide également à avoir une meilleure gestion des risques, hein, puisque bien sûr, un des enjeux majeurs, c'est de gérer les risques que l'on prend dans la vie de nos projets. Alors, en plus de tout ça, et ça rejoint un point qu'évoquait Sophie, c'est un outil de communication à nos équipes, donner de la clarté sur ce que l'on est en train de faire en lien avec la stratégie de l'entreprise, pourquoi on fait ces choix par rapport à d'autres. Donc effectivement, ça permet de donner du liant et ça nourrit un dialogue qui est nécessaire entre les projets et les métiers pour que chacun comprenne le sens de son action, en fait. Donc et déjà, alors nous, on a passé le cap, effectivement, il y a à peu près 4 mois. Donc, on en voit déjà des effets très, très positifs au niveau du groupe. Alors, on n'est pas au bout du chemin, on a encore du chemin à faire, mais très clairement, ça donne de l'alignement dans l'ensemble des équipes, en fait. Et c'est extrêmement important. C'est intéressant à entendre. Merci Thierry. Et quels sont les freins alors qui restent maintenant? Qu'est-ce que tu dirais? Quels sont les grands freins Alors, dans les freins ou dans les enjeux que l'on a encore face à nous, il y a un enjeu humain. C'est que, comme le disait également Sophie, en fait, on arrive à un rééquilibrage à la fois des pouvoirs et des décisions où on passe d'un mode de fonctionnement où les métiers étaient un peu en définissaient une bonne partie des priorités et on remet les priorités au service de l'entreprise, de la stratégie et des projets. Donc, effectivement, on a un rééquilibrage des pouvoirs, des responsabilités. Donc là, on a tout un accompagnement que l'on est en train de mettre en place pour que chacun se sente à l'aise avec cette évolution-là, que chacun s'y retrouve et chacun puisse trouver le niveau d'efficacité qu'on cherchait à avoir. Donc, un enjeu humain qui reste très important. La notion du dialogue est fluidifier ce dialogue entre les métiers, les projets. Et quand on dit les métiers, ce n'est pas que les métiers techniques, mais on parle également de la finance, des RH aussi, qui doivent accompagner ce mouvement en sachant où on va et pourquoi on va dans cette direction-là. Et autre enjeu également,
c'est de garder l'intelligence que l'on peut avoir, puisque le portefeuille, bon, on peut le voir au sens d'un outil, mais en fait, en soi, l'outil, c'est pas grand-chose. C'est surtout l'intelligence qu'on met derrière le portefeuille, tel qu'on le voit, et qui éclaire les décisions que l'on peut prendre. Donc, c'est vraiment les enjeux que l'on a devant nous, et avec l'enjeu également hein, d'évolution de compétences, parce que tout ça appelle à une évolution de compétences. Donc, on a bien sûr un plan GPEC en place, parce que les métiers évoluent. Et effectivement, quand on passe dans un mode orienté projet, portefeuille de projet, naturellement, il faut professionnaliser cette notion d'animation de projet. Comme les métiers, d'ailleurs, se ressentent davantage sur leur métier, plutôt que de tout faire. Effectivement, on a des recentrages qui appellent donc à un développement des collaborateurs. Et c'est là où on boucle, en fait, la boucle que j'évoquais, où dans les priorités, c'est comment on développe nos collaborateurs pour qu'ils s'épanouissent dans leur métier. En fait, c'est un cercle vertueux, en fait. C'est vraiment un cercle vertueux. D'accord. Merci Thierry. Sophie, à la CNR, quels sont les freins que tu dirais qui subsistent aujourd'hui, les principaux? Avant peut-être de répondre aux freins, je veux rebondir sur ce que Thierry appelait l'intelligence. Au-delà de l'outil, des fichiers Excel, des pondérations, etc., c'est bien la construction. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, on y est allé, nous, en fin 2021, un peu en mode accélération poussée, parce que je voulais absolument, vis-à-vis des métiers, faire la démonstration déjà de quelque chose pour le portefeuille 2021. Et là, on est en train de rentrer dans la phase riche, qui est celle de c'est quoi le processus. On a mis en place un comité des demandes, et puis on est en train de voir, on a organisé des petits groupes de travail internes pour savoir comment aider les métiers à structurer leurs demandes, etc. Donc, c'est là où ça commence à prendre de la chair. C'est-à-dire qu'avec Optim, on a mis en place le squelette, et puis là, on est en train d'y mettre de la chair. Et sincèrement, c'est là où ça va commencer, je pense, à être vraiment sympa. Et surtout, c'est indispensable parce que c'est justement l'intelligence que les chefs de projet, les collaborateurs de la direction vont amener. Les freins, j'en ai un peu parlé. Le premier frein qu'il faut bien avoir en tête, c'est celui, entre guillemets, des métiers. C'est-à-dire qu'il faut absolument, ça ne marchera pas si les métiers, nous ne les aidons pas à se structurer. Donc, on a un certain nombre de métiers qui sont petit à petit en train de comprendre que le métier d'AMOA, d'assistante à maîtrise d'ouvrage, c'est un vrai métier. Et qu'il faut le staffer, que ce soit en interne, en externe, par des prestataires, etc. On a par exemple une direction financière qui vient de se staffer avec une personne en AMOA, qui est aussi un profil PMO, et donc le bonheur absolu pour nous, qui nous a sorti une feuille de route sur 2 ou 3 ans. Alors là, pour nous, c'est la panacée, c'est formidable. Donc ça, c'est le premier frein, mais c'est pas un frein. Un frein, c'est un truc qui est bloqué. Donc, c'est juste une étape qu'il va falloir passer, qu'il faut bien prendre en compte. Et, voilà. Peut-être les freins, ils seront plus... Parce que tout le reste, c'est du process. C'est voilà, il faut s'y mettre. Il y a les premiers comités des demandes, personne n'est vraiment prêt, etc. Donc, mais tout ça, c'est pas grave, c'est la vie, on apprend à marcher en marchant. Et puis, moi, je suis toujours très favorable à la politique des petits pas. Pas de révolution, ça ne sert à rien, enfin, pas de nos jours, c'est plus pour moi, c'est passéiste. Donc, politique du petit pas, et puis voilà. Non, je pense que le plus gros enjeu, je préfère parler d'enjeu que de frein, c'est vraiment on va changer une partie des modes de travail. Et notamment, je reviens, ça me permet de répondre à une des questions où on me demande, et le four, quand il est le four du boulanger, quand il tombe en panne, et donc la partie qu'on appelle chez nous le run, c'est-à-dire toutes les activités qui sont en dehors des projets, tout ça, c'est pris en compte justement dans la capacité à faire. Et on a bien une capacité à faire projet, une capacité à faire évolution, enfin bon bref, et puis une capacité à faire, je participe à des formations, je participe à des comités, etc. Tout ça est pris en compte. Bien évidemment, il faut que ce soit pris en compte. Après, selon les métiers, on a justement cette activité de run permanente
qui est plus ou moins importante et qui va se gérer de manière différente par rapport aux activités. Par exemple, pour nos chefs de projet qui livrent de nouvelles applications, on a un truc qui s'appelle le MCO, le maintien en condition opérationnelle, ou les petites évolutions. Et il va falloir là qu'on encadre le plus possible, qu'on aide les chefs de projet à dire non. C'est-à-dire, et du coup, c'est pas eux qui vont dire non tout de suite parce qu'eux, ils ont l'habitude de faire plaisir à leurs clients. Donc, il va falloir que nous, on travaille en amont avec le client pour dire, bah voilà, sur telle application ou sur tel périmètre applicatif, en fonction d'un certain nombre de règles qui sont des règles liées à notre marché, à notre activité, et ben voilà, on pourra passer 10% de notre temps ou 10 ou 5% de notre temps sur la partie MCO. Alors, bien évidemment, hein, on est d'accord que tout ce travail-là, là aussi, c'est super théorique. Hein. Que la vraie vie, c'est un projet qui tombe, c'est plein de choses. Hein. Mais il faut bien partir d'un point. Et puis, il y a peut-être un autre élément. Par exemple, je pense, chez nous, dans notre direction, la direction informatique, on a ce qu'on appelle le support hotline. Hein. Et là, c'est pareil. Vous imaginez des demandes. Alors là, en vois-tu, en voilà. Là aussi, il va falloir qu'on les recadre par rapport à notre catalogue de services, etc. Mais là, peut-être qu'il y a un autre outil qui va pouvoir être intéressant. C'est typiquement travailler éventuellement sur des outils de management visuel où les équipes vont pouvoir suivre un peu leur fameux run, hein, leur backlog, etc. Donc, en fonction des activités, là, on va être beaucoup plus spécifique dans notre manière de gérer. Merci Sophie. Alors, vous avez raison, c'est tellement riche, je n'ose pas vous couper et le temps passe, donc il faut qu'on avance. Je vais juste poser une question avant qu'on donne la parole quand même à Paul, un peu sur la vision d'Optime, parce que je la trouve qui est bien et sur laquelle je pense que tous les deux vous pouvez bien répondre, et ça lancera déjà un peu les questions-réponses. Alors comment est-ce que vous avez concilié la mise en place d'une transformation comme celle dont vous parlez et la continuité opérationnelle justement de l'entreprise? Donc la vie réelle dont tu parlais, Sophie, et face à tout ce besoin de transformation. Comment est-ce que vous avez concilié ça? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux démarrer. Hein, si, on a concilié les deux. Moi, je suis partie du principe qu'il fallait à la fois un accélérateur, parce qu'une direction informatique sans portefeuille de projet, voilà, c'est une boutique sans liste de commandes claire. Donc, voilà, donc il me fallait un levier accélérateur et un levier gain de temps. Et c'est la raison pour laquelle, fin d'année, je suis plutôt allée chercher un cabinet externe pour accélérer cette transformation, justement pour ne pas trop faire peser sur les équipes l'objet même de la transformation. Mais la DSI, elle est en train de bouger sur ce sujet, mais sur d'autres aussi. Donc, on a aussi, du coup, dans notre capacité à faire, identifier les chantiers de transformation, par exemple. Ça, c'est indispensable. Mais l'enjeu, c'est de protéger, de préserver au maximum les équipes et les chefs de projet qui sont concernés. C'est vrai que pendant que les travaux ont lieu, la boutique, elle est toujours ouverte. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu de temps à passer sur la transformation. Et donc, on l'a inclus dans la capacité à faire. Ouais. Ok, merci Sophie. Thierry. Côté filles, effectivement, je peux peut-être compléter et donner l'expérience que l'on a eue. Donc, nous également, on a fait appel à Optime pour nous servir à la fois d'accélérateur et également avoir un regard extérieur, puisqu'on a un point commun également avec CNR, c'est que chez EFI, la majorité de nos équipes sont chez nous depuis longtemps et sont monoculture. Donc, en fait, on souhaitait également avoir un regard extérieur qui nous aide par rapport à ça. Donc, ça a été un premier point. Autre élément par rapport à ce que l'on a vécu, c'est que les équipes étaient tellement demandeuses qu'en fait, on a eu plus de volontaires en fait, qu'on avait potentiellement de place pour travailler sur les thématiques.
Donc, du coup, c'était une bonne nouvelle. On a redéployé sur plusieurs groupes de travail pour diluer effectivement la charge, parce que naturellement, travailler sur des transformations en parallèle de l'activité de tous les jours, c'est un vrai challenge. Donc, on a réussi à redéployer. Et après, naturellement, au niveau management, on a bien sûr considéré dans la charge de nos équipes le fait qu'il y avait une partie du temps à allouer à ce plan de transformation, et donc des choix s'imposaient par rapport à ça. Alors bien sûr, on a eu quelques petits soucis sur certaines ressources qui à un moment se sont trouvées surchargées, mais globalement, l'idée c'est qu'on a vraiment redéployé, et on avait une très très forte volonté de nos équipes. Tout grand merci Thierry, Sophie. Désolé de vous couper parce que c'est très riche, on continuera encore des heures, mais je vais donner la parole. Donc encore merci, on garde les questions, on va voir si on a le temps, on va voir si Paul fait vite ou s'il mange aussi tout le temps, si on répondra encore quelques questions. Mais comme vous dites, on les garde, donc n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus de toute façon. Et Paul, je te laisse préciser notre point de vue optime sur le sujet. Voilà, donc merci encore, vraiment c'était super. Donc je pense que je vais être rapide avec Clément, on va être rapide parce qu'en fait vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc on va aller vite, mais globalement ce qu'on souhaite avec Clément vous présenter, c'est globalement les processus fondamentaux pour maîtriser la gestion de portefeuille, et puis Clément en particulier va vous montrer aussi, et pour répondre peut-être à la question qui a été posée par Stéphane Gourdet, quel type d'outils. Il y avait eu plusieurs questions sur des outils. Donc, on va vous montrer quelques outils qu'on peut préconiser et qu'on peut utiliser pour mener ces transfos. Alors, du coup, si on peut passer à la question d'après, à la page d'après, pardon, de Mitty. Voilà, super. Alors, je vais présenter, on aime bien utiliser une sorte d'entonnoir, on a enlevé les traits parce que c'était vraiment un peu simpliste l'entonnoir de gauche, mais quand même, on aime bien imaginer que globalement, en règle générale, dans nos mondes aujourd'hui et dans la plupart des entreprises avec qui on travaille, globalement, il y a plutôt une grosse pression à l'entrée avec beaucoup de gens qui ont beaucoup de besoins. Que ce soit des clients ou des besoins internes, hein, ça peut être donc pour des SIN à la CNR ou pour l'engineering en développement de projet. On a globalement pas mal d'idées de développement, et puis on a une capacité à faire qui n'est pas aussi grande que ça. Donc on a un étranglement, un goulot d'étranglement qui se fait, etc. Donc en fait, on va raisonner à partir de là, puisque finalement, ce qui est pour nous important, et vous connaissez, pour ceux qui connaissent Optim, vous savez qu'on utilise beaucoup les jeux et la pédagogie ludique avec des simulations, etc., on le montre très bien, c'est-à-dire que si vous envoyez un peu trop de projets dans un tuyau, eh bien vous allez immobiliser globalement votre système, vous allez créer ce qu'on appelle un bouchon sur l'autoroute. Voilà, moi, aux vacances de Pâques, j'ai peur que les Lyonnais, on va pas pouvoir partir en vacances, donc les bouchons, il va peut-être pas y en avoir. Mais le principe de quand on met trop de demandes dans une capacité à faire limitée, eh bien on crée des bouchons. Et donc, on a une petite simulation que Clément va vous commenter tout à l'heure. Alors, peut-être la page d'après d'abord, avant de revenir sur cette page. La première logique que l'on utilise, c'est on regarde en fait les ressources on a donc ici, on a pris un exemple de quelqu'un qui est présent aujourd'hui d'ailleurs, qui n'est ni CNR, ni DSIN, ni FI, qui va se reconnaître, je pense. Et on a juste pris cet exemple pour dire que finalement, quand on a une problématique de priorisation, on regarde tous les projets par rapport à leur contribution au but. Alors ça paraît un peu bizarre, parce qu'en général, on dit juste la priorité, ou le budget, ou le ROI, mais ça ne suffit pas. En fait, on va vraiment regarder la contribution au but, d'abord parce que ça peut ne pas être que monétaire. Ça peut être de la valeur qui n'est pas monétaire, ça peut être répondre à une législation, ça peut être répondre à un métier qui en a absolument besoin pour des raisons X ou Y, mais qui ne va pas se transformer en argent. Bref, c'est la contribution au but. En quoi ces projets contribuent, apportent de la valeur, et la valeur qu'on cherche, la valeur essentielle que l'on cherche. Et puis, deuxième échelle qui est peut-être moins intuitive, c'est quand on a repéré les ressources contraintes, eh bien, c'est l'impact de ces projets sur les ressources contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on ne peut pas travailler à ressources infinies. Vous savez, pour ceux qui viennent de l'industriel, pendant longtemps, on a fait des systèmes de gestion industrielle qui travaillaient à ressources infinies. On était capable de tout prendre. Ben, ça crée quelques problèmes. Et donc là, de la même manière, aujourd'hui, sur les modes projet, de temps en temps, on raisonne un peu comme si on avait des ressources infinies, ce qui n'est pas le cas, et en particulier sur les contraintes, c'est-à-dire les ressources les plus rares,
les plus chers, ayant le know-how le plus important. Et donc, nos outils, nos logiciels vont travailler sur cette double échelle, vont permettre à la fois de prioriser en fonction de la contribution au but et de l'impact sur la contrainte. On va évidemment commencer en bas à droite, ça on ne réfléchit pas, c'est fort impact, petit impact sur la contrainte. Ensuite, on va continuer en restant sur les projets contribuant au but de manière importante, et puis là, potentiellement, on va pomper tout le reste de la ressource. Alors, pas toujours, on espère, et auquel cas, on va aller sur la troisième bulle, où on va là, c'est là où en général on fait les choix. En fait. C'est là où on fait les choix. C'est là en général, là, pour prendre le cas qu'on avait présenté à un autre webinaire qui était un vrai petit déjeuner, celui-ci avec Olotte, un petit coucou à Thibaut. Donc, c'était là que se faisaient les priorités. En général, c'est là qu'on est obligé de dire qu'est-ce qui va passer aujourd'hui ou qu'est-ce qui passera demain. Et les priorités 4, en général, doivent attendre. Et elles ne pourront pas être réalisées dans le court terme. Vous avez un exemple à droite avec des ressources où on voit qu'en fonction des ressources critiques, eh bien, on va devoir lisser ces charges de ressources critiques parce que de toute façon, ça ne sert à rien de se raconter des histoires, ça ne passera pas. Et donc, si vous donnez aux ressources du terrain la responsabilité de gérer tout seul à leur niveau, vous les mettez, en surcharge, vous les mettez dans une situation très inconfortable, parce que c'est elles, à leur niveau, qui doivent dire non ou qui doivent décevoir leurs clients. Et donc, notre responsabilité, votre responsabilité de manager, c'est de les aider à faire des choix et de ne pas les mettre en situation de ne pas pouvoir répondre à leurs clients. Et donc, il y a, et en plus, vous avez la chance, parce que vous allez discuter avec vos demandeurs, etc., de pouvoir faire ces choix de manière éclairée. On parlait d'intelligence tout à l'heure, donc de manière éclairée, c'est-à-dire parce que vous avez la vision globale, alors que la personne qui est sur le terrain, elle a autant d'intelligence que vous probablement, mais par contre, elle n'a pas la vision globale parce qu'elle ne voit pas tous les tenants et les aboutissants, tous les autres projets, elle ne les a pas nécessairement évalués de son côté. Juste une dernière chose avant de passer la parole à Clément. On a l'impression qu'on apprend dans les écoles que la vie est comme à gauche là. Hein. Vous êtes un 800 barreur, c'est-à-dire que tout va bien. Vous savez exactement combien vous fera de coups de rame pour faire 1500 mètres et vous savez même à la seconde près combien de temps vous allez mettre. Et ça, c'est dans le rêve. Quand on fait des plannings de portefeuille de projet, on a l'impression que tout va se passer comme ça et on planifie tout comme ça. Alors que la réalité, pour tous ceux qui sont dans les entreprises et dans les organisations, elle est plutôt à droite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup d'imprévus. On est quand même dans une situation où il faut s'adapter en permanence là au débit de l'eau, aux rochers, etc. Et donc, il va falloir avoir des outils qui permettent à la fois d'avoir une prévision de charge d'intelligence importante, mais aussi en parallèle à droite, d'avoir la capacité de réagir vite, de prioriser vite et de pouvoir, au fur et à mesure des aléas, de ce qui se passe sur les projets, de la consommation de ressources qui était plus ou moins prévue, il va falloir réagir. Comme l'a expliqué Paul, on travaille du coup dans les projets à ressources limitées. Donc au fur et à mesure que les projets avancent, en fait, du coup, on va consommer des ressources et puis les libérer au fur et à mesure que les projets se terminent et sont délivrés. Et donc tout l'enjeu, en fait, va être d'être capable de pouvoir arbitrer correctement les ressources dont on dispose entre les projets. Et donc, on a le choix, on peut soit décider que les ressources s'arbitrent toutes seules entre elles et on donne la liste des projets, mais du coup, finalement, on se retrouve avec des personnes qui travaillent sur peut-être 3, 4, 5 projets en même temps et qui sont tiraillées par les différents chefs de projet pour avancer sur tel ou tel sujet. Ou alors, on peut choisir d'imaginer une instance qui viendrait arbitrer et ordonner un petit peu tout ça. Et donc, nous, ce qu'on appelle l'animation intervalle court, l'AIC, qui serait en fait un comité qui se réunit de manière hebdomadaire, toutes les semaines, c'est ce qu'on préconise généralement, ça peut être tous les 15 jours aussi, qui vont venir en fait tout simplement regarder où en sont les projets, regarder l'état des conflits des ressources, et puis venir proposer des arbitrages pour dire tel projet, on va le passer en priorité pour telle et telle raison, tel projet, on va le faire un petit peu attendre et attribuer les ressources en conséquence.
Et du coup, l'étape d'après, Paul, peut-être, je ne sais pas si là tu voulais reprendre la main sur la partie. En fait, donc il y a deux instances qui sont dans des niveaux de temporalité qui sont différents. Il y a l'animation intervalle court dont vient de parler de Clément, qui finalement au quotidien, c'est la partie rafting un peu, va à la fois s'adapter aux aléas des projets, garder des ressources dans des projets parce qu'ils sont en retard ou les attribuer à d'autres projets qui sont en attente parce que le projet il est terminé. Donc ça, c'est la partie intervalle court. Mais en même temps, vous avez besoin d'une gouvernance stratégique. Cette gouvernance stratégique, elle doit évidemment faire tout le travail autour des demandes qui sont en amont et de dire finalement lesquelles je fais entrer dans mon portefeuille. Et donc, partie gauche de cette barre verticale pointillée, on a, on va dire, des demandes en attente ou des idées. Quand on passe à droite, on rentre réellement dans le portfolio ou dans le portefeuille de projet, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on va faire. Par contre, après, il va falloir l'ordonnancer, ce projet. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans notre planning, on va le mettre dans un portefeuille et on va promettre un délai. Mais pour promettre ce délai, c'est pour ça qu'on va beaucoup travailler sur la gestion de ressources. On va bien regarder quels sont les projets qui peuvent utiliser des ressources, quelles sont les ressources qui sont compétentes sur ce projet et qui sont disponibles. Et donc, quelle est la promesse que l'on peut faire aux clients, que ce soit interne ou externe, sur la vitesse à laquelle on va être capable de délivrer ce projet. Et donc, on a ce double enjeu, à la fois de gérer le court terme et gérer le moyen terme. Alors, en général, l'AIC, comme le disait Clément, c'est hebdomadaire, mensuel, maximum. C'est plutôt hebdomadaire, bi-hebdomadaire. Quant à la gouvernance stratégique, alors ça dépend de vos durées de projet, de votre taille de projet, mais sur des projets de type informatique, on peut être au trimestre à peu près, hein, en termes de flux de décision, hein, de revue du portefeuille en fait. Sur des projets qui sont beaucoup plus longs, si on prenait de l'autre exemple à la CNR toujours, mais sur des barrages hydrauliques par exemple, où là les temps de développement sont plutôt de 10 ans, 5 ans, 10 ans, donc là on va pas nécessairement faire de la revue de portefeuille au trimestre, on peut la faire tous les 6 mois, voire tous les ans. Voilà, donc on passe peut-être au slide suivant. Et évidemment, quand on pilote des portefeuilles, et ça c'est très important, hein, on a besoin de ce qu'on vient d'expliquer, mais on a aussi besoin de s'assurer que les projets, une fois qu'ils sont lancés, ben, ils tiennent leurs promesses. Et ça, c'est deux choses qui se nourrissent l'une l'autre. On a à la fois besoin de bien gérer les ressources interprojets, on a besoin qu'une fois qu'on a donné les ressources au projet, ben, ils délivrent et qu'ils puissent tenir leurs promesses. Et pour ça, bon, j'ai pas le temps et on n'a pas pris le temps de vouloir vous apporter ça dans le détail, mais vous connaissez probablement, vous avez entendu parler de la chaîne critique ou du Critical Chain Project Management, la CCPM, avec son célèbre système de fever chart que vous avez à gauche. Hein, c'est un diagramme de fièvre où en fonction de l'avancement du projet, vous avez la consommation d'un buffer, puisque finalement, on va amener un système de planification qui va protéger le délai, qui est une des richesses les plus importantes du projet, c'est le délai, hein, puisque ça va facteur 1 sur le retour sur investissement. Donc, on va mettre en place des plannings détaillés de niveau intermédiaire, optimisés évidemment, c'est-à-dire on va essayer de les réduire, mais en même temps, on va les réallonger parce qu'on va les protéger par un buffer. C'est-à-dire qu'on va mettre à la fin du projet un buffer, qui est un buffer collectif, qui est le buffer qui permet à toute l'équipe projet de tenir sa promesse en disant, ben voilà, on s'est challengé en faisant un planning qui est court, mais on a un bien commun qui est notre buffer qui va nous permettre de gérer les aléas, parce qu'on aura des aléas, c'est sûr. La loi de Murphy va bien fonctionner comme d'habitude. On attribue les ressources nominatives plutôt sur le court terme. Ça, c'est des choses qui sont importantes à bien voir dans notre système de management de projet, puisque plus vous affectez des ressources à long terme, comme c'était le risque hein, sur certains portefeuilles de projets avec qui on a travaillé récemment, et plus vous figez votre système, moins vous avez de liberté. C'est-à-dire si quelqu'un sait que dans 2 ans, il travaillera déjà à tel endroit sur tel projet, en fait, finalement, comme de toute façon, le projet, il n'arrivera pas à cette heure-là, il n'arrivera pas à ce moment-là, il n'y aura pas nécessairement besoin de cette activité exactement, faire cette affectation fige le système et vous enlève des degrés de liberté. Pour nous, c'est une erreur. Et enfin, l'attribution de ressources groupe de compétences, bah, on va faire plutôt en disant on a besoin d'un hydraulicien, on a besoin d'un ingénieur informatique, on a besoin d'un ingénieur électroméca, etc., etc. On va plutôt raisonner en grandes compétences, en grande famille de compétences de manière nominative. Merci Domiti.
Et voilà, donc du coup, c'est la petite page de publicité. Merci. Je vais pas être long, mais notre valeur ajoutée, en partant de l'existant avec vous, hein, c'est de vous aider à résoudre des conflits de ressources, vous aider à faire de la planification projet et en particulier de bien rester vigilant sur le passé est une chose qui nous intéresse le plus, c'est le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous reste à faire pour réussir. Et donc, s'il faut y ajouter des ressources, il faut le dire tout de suite parce que c'est ce qui va permettre de tenir nos promesses dans le futur. Et puis, évidemment, tous les systèmes de priorisation multi-projets. Et tout ceci pour prévoir l'impact des changements sur votre portefeuille. Voilà, donc désolé, on est un petit peu rapide, hein, mais on voulait aussi une dernière chose que Clément a beaucoup travaillé, et donc on va vous permettre de voir ça. On a beaucoup travaillé sur différents logiciels, et Clément va vous donner un petit aperçu, au moins sur 3, de cela. Voilà, donc trois outils, 3 logiciels qui permettent de faire de la gestion de portefeuille de projet. Ici, vous en voyez déjà 2, Lynx et Realization. Concerto de l'entreprise Realization, dont je vous parlerai juste après. Donc, pour choisir en fait des outils, des outils informatiques pour aider en fait à la gestion de portefeuille, on s'est posé plusieurs questions et on a identifié quelques critères de choix qui sont très importants pour nous pour les résultats qu'on veut obtenir. Premier critère, ce serait la capacité du logiciel à gérer en même temps la planification à l'échelle d'un projet et en même temps à gérer la planification entre les projets à l'échelle du portefeuille. Parce qu'on est convaincu que le seul ordonnancement, on va dire, du portefeuille n'est pas toujours suffisant si on n'est pas capable de planifier aussi à l'échelle d'un projet correctement ces projets individuellement, quoi. Au niveau de cette gestion de projet, comme on est un cabinet de conseil passionné par une théorie qui s'appelle la théorie des contraintes et notamment une de ses conséquences en gestion de projet qu'on appelle la Critical Chain Project Management, la gestion de projet par la chaîne critique, on a aussi voulu des logiciels qui soient capables de gérer les 2 modes de gestion de projet, un mode standard où on va aller gérer ses projets de manière un peu standard, voilà, et plutôt un mode en termes de gestion aussi de projets en chaîne critique qui va du coup nous permettre d'utiliser les outils comme le Fever Chart, de placer des buffers devant les dates à protéger à l'intérieur du planning. Donc voilà, on voulait pouvoir avoir ces 2 options-là. Le deuxième critère, ce serait la capacité à affecter, comme expliquait Paul, des ressources à plusieurs niveaux. À un niveau nominatif dans les tâches, mais aussi d'être capable d'affecter les ressources comme une entité dont on a besoin à l'intérieur d'un groupe métier ou de compétences. Et puis le dernier critère, c'était la capacité du logiciel à faire des scénarios de simulation et d'ordonnancement du portefeuille, et du coup d'être capable, en fonction des ressources qu'on a identifiées comme contraintes, de lisser les ressources à travers les projets pour que ces ressources contraintes ne soient jamais, par exemple, à plus de 100% de leur capacité, tout projet confondu, et du coup d'aller proposer des scénarios d'ordonnancement des projets les uns par rapport aux autres en fonction de ces critères, mais aussi en fonction de critères de priorité, de priorisation entre les projets qui seraient extérieurs, et du coup on viendrait attribuer une note, voilà, de priorisation. Donc on a principalement testé et travaillé avec 3 logiciels que je vais vous présenter maintenant. Donc on a un logiciel qui s'appelle Lynx, qui est édité par une entreprise des Pays-Bas. On a Concerto de l'entreprise Realization, qui est un logiciel américain, et ProChain, donc là c'est un éditeur britannique, il me semble, ProChain Solutions, qui est en fait à la base un add-on de MS Project, donc un petit add-on qu'on vient ajouter sur MS Project, mais qui a aussi une solution complète développée pour la gestion de portefeuille. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que ces 3 logiciels répondent déjà aux 3 premiers critères qu'on a fixés juste avant, qui sont la planification à l'échelle d'un projet du portefeuille, l'affectation des ressources à plusieurs niveaux, la simulation d'ordonnancement du portefeuille. Tout ça, ils sont capables de le faire.
en fonction également des options choisies par rapport au prix et aux options qu'on prend au niveau de ces logiciels. Et du coup, la différence va se fixer plutôt sur les points suivants. Donc, on a des systèmes d'interface qui sont différents entre les 3 logiciels. Au niveau de Lynx, on va être plutôt sur un client local, plus des données stockées en SaaS, mais il y a quand même un petit client à installer sur son ordinateur, même s'il y a une version web qui est en développement. Au niveau de Concerto, on va être complètement basé sur le web via un site internet. Et au niveau de ProChain, donc on a une relation très forte entre MS Project et ProChain. Donc c'est très bien pour les entreprises qui ont déjà investi dans une solution MS Project, mais Microsoft Project, mais du coup ça peut être un frein aussi parfois quand on n'a pas forcément de Microsoft Project chez soi, de passer directement sur ProChain, quoi. Au niveau de l'ergonomie, on va dire l'interface utilisateur. On pense que par rapport à nos tests, par rapport à l'expérience qu'on a emmagasinée, on trouve que Lynx est un tout petit peu en dessous des 2 autres, que Realization et ProChain sont un petit peu plus aboutis en termes d'ergonomie, d'intuition dans les actions à faire. Mais voilà, on utilise Lynx de manière active tous les jours chez plusieurs de nos clients, et c'est pas non plus un frein très important. La capacité à gérer des portefeuilles complexes, on voulait en parler un tout petit peu. Lynx va être plutôt adapté pour des portefeuilles, on va dire, de taille moyenne, une 50aine jusqu'à une 100aine de projets, mais avec des projets aussi de taille moyenne à l'intérieur. Et quand on va vouloir utiliser des projets, mener des projets un peu plus gros, on va plutôt aller se pencher sur le Realization ou ProChain, sachant que Realization, par exemple, est déjà utilisé par Boeing, par des très grosses entreprises avec plusieurs milliers de salariés pour gérer la conception d'avions, de choses comme ça, quoi. Après, en termes de prix, on va être sur quelque chose de bien plus avantageux au niveau de Lynx, qui fonctionne par location de licence, on va dire, alors que Realization et ProChain, ça va tout de suite être un investissement un peu plus important. Voilà, donc à réfléchir aussi en fonction de ses besoins. Voilà. Ouais. Donc je dirais, en fonction des entreprises, on préconise plutôt Lynx comme première solution et comme solution aussi rapide à mettre en place, rapide à déployer pour gérer ensuite des portefeuilles de taille moyenne, on va dire. Et puis, si on a besoin de faire un très gros investissement derrière et qu'on en a la capacité, on peut passer sur des choses un peu plus importantes comme Concerto. Voilà. Merci Clément. Merci beaucoup. On n'a malheureusement plus le temps de prendre des questions, hein, je pense, de Mitty, donc on va être obligé de... Pour les questions, on va vous redire, on a pas mal, je pense que l'intervention de Paul et Clément ont répondu à pas mal de questions. Et comme on vous l'a promis, on va garder ces questions. Peut-être, justement, Patrick, merci d'avoir partagé déjà le lien vers votre feedback en fait sur ce webinaire, et en profiter si vous avez des questions qui sont toujours d'actualité, de peut-être nous les partager. Sachez que donc le prochain webinaire sera sur le sujet de la coopération. Comme vous l'avez compris, on est un peu convaincu que la coopération fait partie de la performance, et vous l'êtes certainement aussi. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ce n'est pas une tâche facile. Donc comment on met en place la coopération dans des grands projets de transformation, et on aura la chance d'avoir Emmanuel Ruppler qui vient rejoindre Optime Resources, et qui vient avec justement tout ce qu'il a vécu en fait chez Renault Trucks, accompagner des transformations, notamment digitales, mais pas uniquement. Et pour toutes les personnes qui sont comme nous déjà un peu toquées, ou qui veulent être un peu plus, que vous soyez de n'importe quel secteur, vous êtes concerné par la théorie des contraintes, si vous souhaitez découvrir cette approche qui permet en fait justement d'analyser la performance de son entreprise grâce à cette logique que vous avez vu aperçue sur la gestion de projet, sur où est ma contrainte et comment je mets en place le système autour. Et puis aussi, qu'on appelle des thinking processes, ou les arbres de réflexion, l'arbre du but, l'arbre des causes, l'arbre des prérequis,
qui permettent vraiment de rendre explicite l'implicite et d'embarquer les personnes. Donc, ce sont des outils qu'on utilise de plus en plus, qu'on utilise très souvent, hein, dès qu'on peut. On vous préconise en fonction de vos contextes, selon les démarches, et qu'il est intéressant que vous ayez aussi dans votre boîte à outils pour accompagner vos équipes. Pour clore sur l'école de consultants, donc on a la première promotion qui a été lancée en février, et nous lançons déjà la deuxième donc en juillet. Ça concerne les consultants internes comme externes, hein, c'est vraiment les deux profils. On est sur un engagement de 10 mois, mais qui n'est pas à temps plein, hein, c'est 24 jours. Et l'idée, c'est vraiment de se professionnaliser sur la pratique de consultants en organisation, au sens large, tout ce qui tourne autour des organisations. C'est à Lyon, en présentiel et en distanciel. Enfin, on espère remettre de la distance, et comme c'est sur 10 mois, on a l'espoir. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à nous contacter. On est certainement un peu frustrés comme vous de ne pas pouvoir interagir. Donc, on prendra un temps plus individuel. Merci de nous le communiquer via notamment le formulaire. Si vous souhaitez qu'on prenne contact plus ou moins rapidement avec vous, on le fera avec très grand plaisir pour échanger sur nos sujets. Voilà, et du coup, particulièrement, merci encore à Sophie et Thierry. Votre témoignage était vraiment passionnant, intéressant. Merci pour ce bout de chemin qu'on a pu faire aussi avec vous, pour votre confiance et d'avoir témoigné. Donc, voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup.